aux États-Unis, primary, d'accord? Ça s'appelle primary residence, d'accord? Donc, quand vous passez par la banque, d'accord, à part si votre oncle ou bien votre tante ou bien votre père ou bien votre maman a une très très grosse banque aux États-Unis et ils ont de l'argent où ils peuvent acheter votre maison, 500 000 dollars cash, 300 000 dollars cash, vous devez passer par la banque. Et heureusement pour vous et pour moi, le système bancaire américain est le plus libéral et le plus simple au monde. Et je le dis en tant que personne qui a passé 17 ans de sa vie en Europe. C'est important de comprendre comment le crédit fonctionne. C'est important de comprendre comment maintenir un bon crédit. C'est important de comprendre tout ceci. Donc, ce cours ici, il est indispensable et je vous promets. Mais pour le reste d'entre nous, il y a une autre dette qui est garantie par le gouvernement qu'on appelle FHA. FHA, ça s'appelle First Time Home Buyers Loan. En règle générale, ils vont vous demander maximum 3% du prix d'achat. Donc, si vous allez à la banque, vous dites que vous voulez acheter un duplex et qu'ils regardent et qu'ils se trouvent que dans un duplex dans le quartier où vous voulez vivre et vous voulez acheter, la valeur c'est 500 000 dollars. Ils vont vous demander que 3% des 500 000 dollars sur la table. Et si vous demandez ce qu'on appelle Government Assistance, comment acheter son premier bien immobilier en tant qu'investissement ici aux États-Unis pour la plupart des gens? Bienvenue sur cette vidéo, la famille. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Mamadou Lamine Diallo, développeur immobilier temps plein ici aux États-Unis. Et sur cette chaîne, je mets plein de vidéos pour vous montrer exactement comment vous pouvez investir dans l'immobilier aux États-Unis ici. Que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas de l'argent, que vous avez un mauvais crédit, que vous avez du crédit, il y en a pour tout le monde. Donc abonnez-vous sur la chaîne, d'accord? Et comme ça, vous ne ratez pas quand je mets des vidéos pour vous aider sur votre chemin sur l'immobilier ici aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de comment la plupart des gens peuvent acheter leur premier bien immobilier ici aux États-Unis, d'accord, leur premier bien primaire. Quand je dis un bien primaire, ça veut dire que c'est le bien là où toi, tu vas vivre, d'accord, que ce soit toi avec ta famille, toi avec tes frères, toi avec ta copine, peu importe. Mais c'est là où tu vas vivre, ça s'appelle ici aux États-Unis primary, d'accord, ça s'appelle primary residence, d'accord. Donc quand vous allez quand vous passez par la banque, d'accord, à part si votre oncle ou bien votre tante ou bien votre père ou bien votre maman a une très très grosse banque aux États-Unis et ils ont de l'argent où ils peuvent acheter votre maison, 500 000 dollars cash, 300 000 dollars cash, vous devez passer par la banque. Et heureusement pour vous et pour moi, le système bancaire américain est le plus libéral et le plus simple au monde. Et je le dis en tant que personne qui a passé 17 ans de sa vie en Europe, d'accord? Ici aux États-Unis, si vous voulez créer une entreprise par exemple, d'accord, ça va vous prendre 1 heure de temps, vous n'allez pas bouger de votre ordinateur. Vous pouvez aller sur votre ordinateur, aller en ligne, créer le nom de votre entreprise, finir toute la documentation. En seulement 1 heure, vous avez le nom, d'accord, et vous avez tous les documents dont vous avez besoin pour commencer un business demain et ça va vous coûter moins qu'un café au Starbucks par exemple, d'accord. Alors qu'en Europe, ça va vous prendre 6 mois rien que de créer le nom de la compagnie. Donc, c'est à ce point-là que le marché américain, il est non seulement libéral, mais tout est rapide parce que vous savez très bien ici, c'est la fast life. Ils n'ont pas le temps c'est de l'argent. C'est la même chose dans l'immobilier, très très simple. On va parler de la stratégie aujourd'hui dont la plupart des gens vont devoir utiliser. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous qui arrivons ici, on va chercher du boulot. Il y a certaines personnes qui font 3 boulots, 4 boulots, 5 boulots, un seul boulot, mais en règle générale, on va chercher un travail. Donc, c'est la manière classique que j'appelle cela, d'accord, la manière classique d'acheter une maison. Pourquoi j'appelle ça la manière classique? Parce qu'aux États-Unis aussi, il y a une autre manière qui est non classique du tout d'acheter des biens immobiliers, qui est d'ailleurs la meilleure manière, mais la plupart des gens ne sauront pas faire cela. C'est aller trouver les propriétaires des maisons directement, négocier avec eux directement. Les données sont publiques aux États-Unis. J'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne pour vous montrer exactement comment je fais cela, mon équipe et moi, et comment vous pouvez faire la même chose. Alors, comment est-ce que la plupart peuvent acheter leur bien immobilier, leur premier bien immobilier primaire, d'accord, où tu vas aller vivre, toi et ta famille, ou bien toi tout seul, mais aussi le transformer en même temps en tant qu'investissement, d'accord? Pas juste acheter une maison ou vivre, mais transformer votre premier bien, là où vous allez vivre, votre premier bien primaire aussi en tant qu'investissement. Pourquoi? Pourquoi cela est important? La famille, parce que si vous achetez un bien immobilier, le fait que l'immobilier est un des véhicules
d'investissement, d'accord, les plus puissantes au monde. C'est parce que quand vous l'achetez, vraiment ce que vous voulez, c'est que cette maison prenne de la valeur. Donc, si vous l'achetez à 300 000 $ aujourd'hui, vous espérez que dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, la maison, elle vaut 400 000, elle vaut 350 000, elle vaut 500 000. Donc, elle a apprécié en valeur et vous pouvez soit la vendre, prendre le cash, aller l'investir autre part ou bien, d'accord, sortir le cash et l'utiliser pour un business, peu importe. Mais c'est pour cela que vous l'achetez, même si c'est une maison que vous allez y vivre. Donc, la première des choses que je vais vous dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Après, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Aux États-Unis, si je pouvais littéralement, la famille, aller à l'aéroport et je pouvais mettre une pancarte, une grosse pancarte à l'aéroport pour que tous les immigrants, quand on arrive ici, on voit ça et directement on attaque ça quand on arrive aux États-Unis, ça serait une grosse pancarte qui dit crédit. D'accord? Qui dit crédit. Pourquoi? Si vous ne savez pas ce que c'est que le crédit, c'est la manière ici aux États-Unis dont les banques déterminent si vous êtes une bonne personne à qui prêter de l'argent. Donc, par exemple, imagine que tu as 2 enfants, d'accord, qui se prêtent entre eux des jeux, par exemple, d'accord, dans les quartiers. Un des enfants a envie de savoir si l'enfant A a envie de savoir si l'enfant B, à qui il va prêter son jeu, d'accord, donc on a 2 enfants ici, A, on a un autre enfant ici, B. Donc, l'enfant ici veut savoir si l'enfant B ici, à qui il veut prêter son jouet, est-ce que cet enfant ici est une personne qui rend les jouets à temps et en heure comme il a promis? Littéralement. Littéralement, la banque, c'est la même chose. Ils veulent juste savoir est-ce que Mamadou, est-ce que Tcherno, est-ce que Issa, peu importe votre nom, est-ce que cette personne est une personne de confiance, qu'une autre personne a déjà prêté de l'argent auparavant et cette personne a tenu sa promesse pour rendre l'argent en temps et en heure, cette personne a tenu sa promesse pour rendre tout l'argent qu'elle a emprunté. C'est pour cela que le crédit est important ici. Donc, le système financier américain fonctionne sur le crédit. Le crédit, c'est littéralement l'historique. C'est une historique qui montre à la banque, d'accord, de l'argent que tu as déjà emprunté et rendu. Aussi simple que ça. Ils veulent voir une historique de toi, Mamadou, ou bien peu importe comment tu t'appelles, une historique où tu montres que oui, tu as déjà emprunté de l'argent et tu as payé en temps et en heure et tu as rendu tout l'argent. Littéralement, ils veulent être sûrs que tu n'es pas un voleur. Aussi simple que ça. Donc, si tu n'as pas cela, eh bien, ils vont pas te prêter de l'argent. Parce qu'ils vont dire, je ne te connais pas, je ne sais pas si tu es quelqu'un de confiance, je ne peux pas appeler le quartier pour vérifier si tu es quelqu'un de confiance et je vais sur ton dossier en ligne, une fois que tu as un numéro national, et je peux voir si tu as ce qu'on appelle le crédit, un profil de crédit, je peux voir ton historique sans même te parler. Donc, le premier cours, si je pouvais à l'aéroport, aller mettre une pancarte, j'allais dire tous les étrangers, dès qu'on arrive ici, tous les immigrants, dès qu'on arrive aux États-Unis, le même jour, même pas le deuxième jour, le même jour, qu'on aille directement prendre un cours sur le crédit, comprendre le crédit. Parce que le système financier américain fonctionne sur le crédit. Vous n'allez pas les changer, vous n'allez pas les modifier, vous n'allez pas manifester jusqu'à ce qu'ils vont les changer. Donc, vous avez intérêt à vous adapter et l'utiliser, à part si, again, votre oncle, c'est Bill Gates. Alors à ce moment-là, bonne chance à vous et d'accord, vivez heureux. Mais tout le reste, vous allez devoir utiliser le crédit parce que vous allez devoir passer par la banque pour acheter une maison. Ce n'est pas l'Afrique ici. La plupart des gens ne peuvent pas acheter une maison de 300, 400, 500 000 $ cash. Vous n'avez pas ce cash quelque part. Si vous l'avez, tant mieux. Cette vidéo n'est pas pour vous. Vous pouvez passer à autre chose. D'accord? Je parle aux gens qui vont aller travailler dur, d'accord, mais qui veulent aussi en même temps investir ici pour leurs enfants, pour eux-mêmes, acheter des biens immobiliers, que ces biens immobiliers apprécient en valeur. Et un jour, ils peuvent soit le vendre, soit leurs enfants peuvent en hériter, peu importe. Donc ça, c'est la première des choses. Donc vous devez avoir un profil de crédit. En règle générale, ici aux États-Unis, pour avoir un profil de crédit, ils veulent que vous ayez d'accord, il y a des moyens de contourner cela. D'ailleurs, laissez un commentaire en dessous si vous êtes intéressé, d'accord, pour créer un profil de crédit ou bien vous voulez juste réparer votre crédit ou bien vous voulez juste améliorer votre credit score. Mon équipe peut vous aider pour cela. Vous pouvez laisser un commentaire et je vais vous donner le lien pour ça, d'accord? Mais en règle générale, ils veulent, par exemple, pour avoir le crédit, vous devez avoir, par exemple, d'accord, une historique de travail de 2 ans. Il y a un moyen de passer par autre chose où vous ne devez pas avoir cela. Il y a quelque chose qu'on appelle par exemple des trade lines, d'accord, des trade lines. Mon équipe fait ça pour des gens
tout le temps. Le trade line, c'est littéralement quelqu'un, si vous avez un numéro de Social Security aux États-Unis, c'est une autre personne qui a déjà un très bon crédit, qui vous prend, vous met en dessous de son profil de crédit et vous héritez de son historique. Ça s'appelle un trade line. Absolument, ce n'est pas gratuit du tout, mais ça va vous coûter moins cher que de la nourriture que vous achetez tous les jours dehors pour manger. D'accord? Donc, trade line, ceci va vous permettre d'éviter ceci. Mais disons, au pire des cas, si vous avez un profil et vous avez un travail que vous avez travaillé pendant 2 ans, d'accord, et vous gagnez moins de 100 000 dollars par an, d'accord, moins de 100 000 dollars par an, que vous gagnez 25 000 dollars, que vous gagnez 45 000 dollars, que vous gagnez 50 000 dollars, peu importe, comme j'ai dit, moins de 100 000 dollars par an. Donc, vous allez devoir passer par la banque, montrer votre crédit. En général, ils veulent voir une histoire de 650, d'accord, credit score. Ils veulent voir ceci ou bien plus, d'accord. Si vous avez plus que ça, magnifique. Si vous n'avez pas plus que ça, à partir de ça, c'est déjà très, très bien. Maintenant, si vous avez à partir de 800, ça, c'est magnifique. 800 credit score, ça, c'est magnifique. D'accord, la famille? Donc, d'ailleurs, j'ai fait tout un épisode avec Miss Lab pour parler de crédit. C'est une experte en crédit ici aux États-Unis. Regardez ça sur ma chaîne ici. J'ai fait une longue vidéo podcast où on parle que de crédit. Très, très important. Mais anyway, donc, une fois que vous avez tout ça, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez passer par la banque. Et pourquoi j'appelle cette stratégie, c'est la stratégie classique? Parce que tout ce que vous allez faire ici, c'est aller à la banque, que ce soit Chase, Wells Fargo, Bank of America, et leur dire que vous voulez faire ce qu'on appelle une pre-qualification, d'accord? Une pré-qualification. Donc, ils vont regarder votre profil de crédit, ils vont regarder votre salaire. Donc, d'ailleurs, nous, les immigrants qui arrivons ici, arrêtez cette mauvaise habitude, je vous promets, ça va d'accord, vous faire plus de mal que de bien, de ne pas déclarer des revenus du tout ici aux États-Unis si vous vivez ici. Parce que si vous ne déclarez pas des revenus, même si vous gagnez 1 milliard de dollars, le jour que vous allez à la banque et vous leur dites de financer vos rêves d'investir dans l'immobilier, ils vont vous dire, mon frère, ma soeur, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais déclaré des revenus ici. C'est comme si tu n'existes pas dans ce pays. D'accord? Ça va vous mener nulle part. Il y a j'ai même fait des vidéos sur cette chaîne pour vous montrer plusieurs manières pour les gens qui gagnent 100 000 dollars ou bien plus, que ce soit dans des business ou bien au travail, comment vous pouvez déduire vos taxes jusqu'à presque zéro, ne pas payer de taxes du tout via l'immobilier, d'accord, en déduisant vos taxes si vous achetez, même si c'est un bien locatif par an. Littéralement, la famille, c'est légal ici aux États-Unis. Alors, donc pour acheter une maison, donc là, tout ce qu'on a besoin, c'est du crédit. C'est important de comprendre comment le crédit fonctionne. C'est important de comprendre comment maintenir un bon crédit. C'est important de comprendre tout ceci. Donc, ce cours ici, il est indispensable et je vous promets, ça vous coûte moins qu'un Starbucks. Donc, si vous avez tout ça, comme j'ai dit, vous pouvez aller à la banque et dire, OK, je vais acheter une maison là où je vais vivre. Mais maintenant, n'oubliez pas, comme j'ai dit, le fait d'acheter un bien immobilier, vous ne voulez pas juste que ça soit une maison où vous vivez, mais ce n'est pas un investissement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour tous les gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire par là. Si vous achetez une maison individuelle comme celle-ci, quand je dis une maison individuelle, ici aux États-Unis, ça s'appelle un single family. Une maison individuelle, il n'y a que vous qui pouvez y vivre avec votre famille, d'accord? Et tous les mois, tout ce que vous faites, c'est payer, bien sûr, comme vous prenez une dette, c'est payer votre dette mensuelle, d'accord? Si quelque chose est abîmé à la maison, que ce soit les toits, la ventilation, ou bien vous aviez 3 enfants, maintenant vous avez 4 enfants, donc vous avez besoin de rajouter une chambre. C'est qui va payer ça? C'est vous. À la fin de l'année, c'est qui va payer les taxes de l'immobilier? C'est vous. Donc si vous avez une maison comme ça, un investissement par définition, la famille, un investissement par définition, c'est quelque chose qui ramène de l'argent dans votre poche. Si ça prend de l'argent dans votre poche, si ça ne fait que sortir de l'argent dans votre poche, ce n'est pas un investissement, c'est des dépenses. Il ne faut pas confondre les deux. On a ici dépenses, d'accord? Et ici, on a investissement, d'accord? Investissement, ça ramène de l'argent dans votre poche. OK? C'est ça l'objectif. Donc, vous avez l'argent à court terme. Vous avez l'argent à court terme, investissement. Vous avez l'argent à court terme que ça met dans votre poche. Si par exemple c'est un bien locatif où vous ne vivez pas et vous faites louer, bien sûr ça veut dire que tous les mois, il y a de l'argent du loyer qui rentre dans votre poche. Ça c'est un investissement. D'accord?
à court terme. Long terme, c'est la valeur de la maison qui apprécie. Ça fait rentrer de l'argent dans votre poche. Si la maison, vous l'achetez à 300 000 $, mais que dans 7 ans, la maison, elle vaut 400 000 $, eh bien, cette valeur-là, donc la différence entre ce que vous devez à la banque et ce que vous pouvez vendre la maison, ça vous revient dans la poche. Techniquement, d'accord? Après tous les frais, bien sûr, de vente d'immobilier, tout ça, mais ça, c'est une vidéo pour une autre fois. Mais si vous achetez la maison le premier jour, et c'est une maison individuelle, il n'y a que vous et votre famille qui pouvez y vivre, personne ne met de l'argent dans votre poche, à la fin du mois, vous faites que dépenser, 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 ce n'est pas un investissement, à part si vous gardez cette maison pour les prochaines 10 ans, 20 ans. Et ce que beaucoup ne savent pas ici aux États-Unis, c'est que les banques ici aux États-Unis, ils ont fait une étude de comportement humain. Et ils savent que statistiquement, les banques savent que statistiquement, la plupart des familles ne vont pas garder une maison plus de 7 ans. La plupart des familles qui vont acheter une maison toute nouvelle ne vont pas y vivre plus de 7 ans. Pourquoi cela est important? Parce que quand la banque vous donne une dette, vous avez ce qu'on appelle le principal. D'accord? Donc, si vous empruntez une maison à 300 000 $ pour acheter, si vous empruntez 300 000 $ pour acheter une maison, ça c'est le principal, mais ils vont vous charger de l'intérêt là-dessus, dépendant là où le marché se trouve. Donc, je vais juste mettre un exemple. Disons qu'ils vous chargent 3% et vous avez l'intérêt, d'accord? Après, vous avez les taxes et puis vous avez ce qu'on appelle l'assurance, d'accord? Le plus important ici, c'est de comprendre ça. Le principal, donc P pour principal. Et puis ici, on a le I pour intérêt. C'est ici dont vous payez le plus. Donc si par mois, votre paiement mensuel est de 1 500 $ la famille, est de 1 500 $, si vous êtes quelqu'un qui sait lire une fiche, d'accord, une fiche bancaire, vous allez voir qu'à la fin du mois, presque 1200 $, va vers que ça. L'intérêt, pas le principal. Donc les premiers 10 ans, ils ont étudié comme ils savent que la plupart des familles, ils vont vivre que 7 ans dans une maison et après ça, ils veulent soit agrandir la maison parce qu'ils ont plus d'enfants maintenant, ils ont besoin de plus de chambres, ou bien ils n'aiment plus le quartier là où ils vivent, ou bien ils doivent déménager pour du travail, peu importe la raison pour laquelle ils veulent déménager, ils vont vendre cette maison ici et ils vont racheter une autre, ou bien ils veulent acheter une maison plus petite, peu importe la raison, mais ils savent que tous les 7 ans, en règle générale, la plupart des familles veulent une autre maison. Donc, ils vont vendre cette maison ici pour aller reprendre une autre dette de 30 ans. En général, ici aux États-Unis, toutes les dettes que les banques vous donnent, ce sont des dettes de 30 ans. D'accord? Et c'est pour cela que les premiers 10 ans, ils mettent plus l'intérêt devant. Donc, si la maison ne vous appartient pas pour au moins 10 ans ou plus, c'est après 10 ans, donc à partir de la 11e année, 12e année, que vous commencez vraiment à payer le principal ici très très bas. Les premiers 10 ans, vous payez presque l'intérêt, donc ça, vous le touchez à peine. Pourquoi cela est important? Parce que si vous avez une maison individuelle où il n'y a que vous qui pouvez y vivre, ça ne vous ramène pas de l'argent, ça ne donne pas de l'argent à votre famille d'une manière mensuelle, ça veut dire qu'il n'y a que la banque qui s'est fait de l'argent. Et si jamais quelque chose vous arrive, vous perdez votre travail, par exemple, ça arrive à tout le monde. On est en 2025, je suis en train de faire cette vidéo. Je suis en train de faire cette vidéo en 2025 et tous les gens qui ont vécu pendant Covid-19 savent très bien que tu peux perdre ton travail. Il n'y a pas de garantie. Donc, si tu perds ton travail et que tu n'as fait que payer cette maison ici pour d'accord, les premiers 5 ans, 7 ans, elle a à peine appréciée en valeur parce que la plupart des gens qui achètent des maisons ne savent pas acheter des maisons dans des quartiers chics. Ce que j'appelle des quartiers chics, ce sont les quartiers où les maisons coûtent 500, où les valeurs des maisons sont à 750 000 $ ou bien plus. 750 000 $ ou bien plus. Pourquoi cela est important? D'accord, à part si tu vis à New York. À New York, ça, c'est rien du tout. Mais si tu ne vis pas à New York, là, dans la plupart des États, 750 000 $, si les valeurs de la maison dans ce quartier-là, c'est 750 000, ça veut dire que les maisons apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite en valeur. Pourquoi? Parce que ce sont les quartiers où il y a les meilleurs hôpitaux, les meilleures écoles, d'accord, il y a plus de sécurité. Donc, tout le monde veut vivre là-bas. Tous les gens qui ont de l'argent, qui gagnent 100 000 $ ou bien plus l'année veulent vivre là-bas. Donc, les valeurs des maisons, d'accord, apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Mais la plupart des gens peuvent acheter des maisons qui, à partir de 200 000 $, 300 000 $, d'accord, peuvent acheter des maisons qui valent que aux alentours là. Et ces maisons-là prennent un peu plus longtemps pour apprécier en valeur. Donc, comment est-ce que tu peux transformer, d'accord,
investissement, ton premier bien primaire, là où tu vas vivre, non pas seulement en dépenses, mais aussi en tant qu'investissement, la famille, c'est en rajoutant un étage. D'accord? C'est au lieu d'acheter une maison individuelle, c'est acheter ce qu'on appelle un duplex. D'accord? Un duplex. Pourquoi un duplex? Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez vivre sur un étage et vous faites louer un étage. D'accord? Donc ici, vous allez avoir un locataire ici qui va vous payer tous les mois. Donc ça ramène de l'argent dans votre poche. Donc par définition, du mot investissement, ça devient un investissement maintenant. Et vous vivez ici avec votre famille. D'accord? Nous les Noirs, en règle générale, nous les Noirs, ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on veut toujours d'abord acheter notre maison de rêve avant d'investir, ramener des revenus passifs qui vont payer pour notre maison de rêve. On fait le contraire. Les autres communautés commencent par investir d'abord, à faire des choses pareilles. Ça s'appelle ici aux États-Unis, la famille house hacking. D'accord? House hacking, c'est quand vous achetez un duplex, une maison, là vous vivez sur un étage et vous faites louer l'autre étage. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que c'est plus simple et plus facile de se qualifier pour 2 étages qu'un seul étage. Maintenant, vous allez me dire, oh Mamadou, mais moi je vis dans un état où il n'y a pas de maison à 2 étages. S'il n'y a pas de maison à 2 étages, tu cherches une maison individuelle, comme moi je vivais à Maryland auparavant. À Maryland, c'est peut-être un peu plus difficile de trouver, mais tu peux trouver une maison individuelle qui a un basement, on appelle ça un basement, d'accord? Qui a un basement, un sous-sol complètement fini, d'accord? Et tu t'assures que le quartier là où tu achètes la maison, tu peux faire louer le sous-sol. Donc le sous-sol a sa propre porte, sa propre petite cuisine, ses propres chambres, que ce soit 2 chambres, une salle de bain, d'accord? Donc le locataire qui est ici n'est pas obligé de monter au-dessus pour cuisiner, aller aux toilettes, tout ça. Tu fermes la porte qui mène au-dessus et tu fais louer ça. Mais tout ça, c'est des recherches avant d'acheter la maison. Donc si tu n'as pas de duplex dans le marché là où tu vis, tu achètes une maison avec un sous-sol complètement fini. D'accord? Comme ça, tu fais louer le sous-sol. Ça, c'est aussi un investissement. Donc, mais on va rester sur le topic de duplex ici. D'accord? J'ai plein de maisons comme ça avec des sous-sols qu'on fait louer. Donc, c'est pas impossible de trouver. C'est soit tu trouves un duplex, soit tu trouves une maison, d'accord, qui a un sous-sol. Donc, ici, la famille, si vous achetiez une maison individuelle, une fois que vous avez un bon crédit, et que vous allez à la banque, la meilleure des dettes à prendre ici aux États-Unis pour les gens qui ne sont pas à l'armée. Pour les gens qui sont à l'armée, vous avez ce qu'on appelle VA loan. Ça, c'est une des meilleures dettes ici aux États-Unis. Parce que vous pouvez acheter une maison avec 0%, vous devez ramener 0% d'argent, d'accord, à la table pour acheter la maison. La plupart des gens qui sont à l'armée ont accès à ceci. Mais pour le reste d'entre nous, il y a une autre dette qui est garantie par le gouvernement qu'on appelle FHA. FHA, ça s'appelle First Time Home Buyers Loan. En règle générale, ils vont vous demander maximum 3% du prix d'achat. Donc, si vous allez à la banque, vous dites que vous voulez acheter un duplex et qu'ils regardent et qu'ils se trouvent que dans un duplex dans le quartier où vous voulez vivre et vous voulez acheter, la valeur c'est $500,000, ils vont vous demander que 3% des $500,000 sur la table. Et si vous demandez ce qu'on appelle Government Assistance, Down Payment Assistance, donc Government, d'accord, Government, on va écrire ça ici, Down Payment. Donc, Government Down Payment Assistance, si vous demandez cela, c'est le gouvernement même qui va payer pour vous, d'accord, même les 3%. Et ceci, c'est une dette que la plupart des gens qui gagnent moins de $100,000 par an utilisent ici aux États-Unis pour acheter des maisons. Et au lieu d'acheter une maison individuelle, la plupart des gens gaspillent cette meilleure dette ici. Ils vont acheter des maisons individuelles qui devient un casse-tête pour eux. J'ai vu tellement de familles qui me contactent, qui me disent Mamadou, au début, avant d'acheter la maison individuelle, là où il n'y a que moi qui y vis, j'avais un seul boulot. Et depuis que j'ai acheté cette maison, maintenant j'ai 4 différents boulots. Je travaille mon boulot principal, après je dois aller faire Uber, après je dois aller travailler dans un restaurant juste pour pouvoir payer ma maison. Ce n'est pas un investissement, c'est de l'esclavage, c'est de l'esclavagerie, c'est de l'esclavagisme. Ne faites pas cette erreur, je vous promets. Même les gens du pays font cela tout le temps. C'est d'ailleurs comme ça qu'on achète des maisons en détresse. Il y a plein de maisons qu'on trouve qui n'ont même pas besoin de rénovation.
ou le propriétaire de la maison qui nous vend la maison, avec qui on négocie directement, avait fait la même erreur. Au début, il pensait que, d'accord, et ça c'est à cause de l'institution scolaire et l'institution bancaire ici aux États-Unis. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais été à l'école ici aux États-Unis, vous avez de la chance. Vous avez 99% plus de chances de réussir aux États-Unis qu'une personne qui a été à l'école aux États-Unis, à cause de tous les conneries que les gens apprennent à l'école ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ici, ce sont les banques qui financent les gens pour aller à l'école. La plupart des gens prennent des dettes pour aller à l'école. Et puisque c'est les banques qui financent l'institution scolaire, c'est aussi les banques qui décident ce que l'école peut apprendre aux gens. Et à l'école, ils vendent ce rêve. Ce rêve a été vendu pendant des générations et des générations ici aux États-Unis. Ils appellent ça home ownership. Home ownership, c'est quand tu achètes une maison pour y vivre. Et ils pensent que c'est un investissement. Et ça a été tellement vendu, ça a été rendu tellement glamour que la plupart des gens, ils vont acheter des maisons individuelles et 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, ils arrêtent, ils perdent leur boulot ou peu importe quelque chose se passe et ils perdent la maison à la vente aux enchères parce que la banque maintenant doit saisir la maison et la récupérer. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'une maison individuelle là où vivre, c'était un investissement. Donc la famille, commencez par l'investissement d'abord. Vous achetez votre maison de rêve après quand vous avez des revenus passive, comme ça, si jamais quelque chose vous arrive, même si vous ne rêvez pas le matin à aller travailler, vous avez des biens immobiliers qui vous payent, qui ramènent de l'argent dans votre poche et qui payent votre bien, votre maison de rêve là où vous vivez. Et ce n'est pas votre physique, votre force physique que vous devez aller échanger pour payer cela. Et c'est ce qu'on fait ici avec la maison à 2 étages. Parce que imaginez que cette maison ici, vous pouvez d'accord faire louer juste le premier étage ici à $1 500. Comment est-ce que la banque va vous qualifier pour acheter la maison à 2 étages? Ils vont prendre les $1 500. Ça, c'est avant même que vous achetez la maison, la famille. Ça s'appelle underwriting, d'accord? Ils vont regarder, ils vont juste vous demander, la banque vont vous demander quel quartier est-ce que tu veux acheter, la maison elle vaut combien et combien est-ce que tu peux charger le loyer pour un seul étage. Ils vont vous poser cette question. Quand vous leur donnez ces informations-là, ils vont prendre cette information et ils vont faire ce qu'on appelle underwriting. Underwriting, ils vont voir, ok, ils vont vérifier tout cela et ils vont voir par rapport à tout ce que tu les as dit et combien tu peux charger le loyer, combien est-ce qu'ils peuvent te prêter. À ce moment-là, ils regardent plus le bien, puisque c'est un bien à 2 étages, ils regardent plus le bien que juste ton profil de crédit et juste ta fiche de paye et juste ton travail. Alors que si c'est une maison individuelle, ils peuvent regarder que ça. Parce que la maison ne ramène pas de revenus, il n'y a que toi qui vas y vivre. Alors qu'ici, ils vont dire, ok, Mamadou va vivre que sur un seul étage. L'autre étage ici, il peut faire louer, je donne juste un exemple à la famille, il peut faire louer ça à $1 500 et il y a 12 mois dans l'année, ils vont prendre les $1 500, ils vont les multiplier par 12 puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Ça, c'est avant même de vous qualifier pour la dette, ils vont faire ça sur un ordinateur, d'accord? Ils vont dire $1 500 fois 12, donc Mamadou va gagner $18 000 par an sur un seul étage, ok? Et Mamadou en ce moment a un travail là où il gagne, je ne sais pas moi, $40 000 par an, d'accord? Yearly, c'est par an la famille, ok? Il gagne $40 000 par an. En plus de ça, la maison qu'il va acheter maintenant va lui rapporter $18 000 par an. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous qualifier la famille? Ils vont diviser, donc ils vont faire les $18 000 dans l'année. Ils vont multiplier ça par 75%. Et ils vont prendre, ça va vous donner $13 500 et ils vont prendre ces $13 500 là, ils vont les rajouter, donc $13 500, ça c'est le loyer que vous ramenez, d'accord? C'est 75% du loyer que vous ramenez de l'année. Ils vont rajouter ça sur votre salaire. Donc maintenant, au lieu que la banque considère que vous gagnez que $40 000 par an, ils vont considérer que vous gagnez $40 000 plus $13 500, ils vont considérer que vous gagnez $53 500 et à cause de ça, ils vont vous qualifier pour une dette beaucoup plus importante, d'accord? Comme ça, vous pouvez acheter une maison qui coûte un peu plus cher, d'accord? Et si vous faites ces stratégies-là, la famille, n'achetez jamais une maison qui a besoin de rénovation. Achetez une maison, si vous allez prendre une dette à la banque et la banque va vous qualifier de toute façon, la banque va vous financer la maison, 97% de la maison ou bien 100% si vous demandez l'assistance du gouvernement, achetez toute une nouvelle maison où vous ne devez rien faire à part ramener vos affaires. Pourquoi cela est important? Parce que si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, vous ne savez pas comment les réparations se passent, vous ne savez pas combien les coûts des matériaux ça coûte. Donc, vous ne voulez pas aller juste parce que vous avez regardé la télé et vous croyez que renouveler une maison, c'est sexy. Oh, je vais acheter une maison qui a besoin de rénovation, après je vais la rénover. Vous êtes trop occupé pour ça.
Et d'ailleurs, vous ne savez même pas comment ça se passe, vous ne l'avez jamais fait. Donc, si vous n'avez pas d'expérience et vous n'achetez pas un produit nouveau que vous pouvez trouver sur le marché en utilisant un agent commercial local, assurez-vous que l'agent commercial connaît leur marché, d'accord? Vous allez maintenant acheter une maison qui a besoin de rénovation, vous ne connaissez pas les coûts des matériaux et la personne, donc on appelle General Contractor ici aux États-Unis, que vous allez engager pour rénover la maison, il va venir. Si le sol devrait vous coûter $1 le mètre carré, il va vous charger $4. Comment est-ce que vous savez? Comment est-ce que vous faites la différence? Vous n'en savez rien du tout. Donc, achetez une toute nouvelle où vous ne devez rien faire, qui a été complètement renouvelée, nouvelle cuisine, nouveau frigo, nouveau sol, nouveau toit. Comme ça, les prochains 10 ans ou 15 ans, vous ne devez pas vous casser la tête. Tout ce que vous allez faire, puisque vous allez habiter dans la maison, mais vous allez aussi faire louer la maison. Pourquoi est-ce que cela est important, la famille? Parce que maintenant, une fois qu'ils vous ont qualifié la famille, maintenant, vous avez une maison où il y a un étage qui vous ramène des revenus tous les mois, mais aussi, vous allez devoir trouver un locataire. Je dis bien un locataire. Une des erreurs aussi qu'on fait souvent, nous, les Africains, c'est qu'on a la tendance d'acheter une maison et de transformer la maison en une charité alors qu'on veut que ça soit un investissement. Donc, au lieu de chercher un locataire professionnellement, parce que c'est un business, la maison ici, c'est un business, d'accord? Ce n'est pas une charité. On veut faire louer à notre cousin, on veut faire louer à notre soeur, on veut faire louer à quelqu'un juste parce que quelqu'un de la famille les a suggérés, mais sans demander ce qu'il faut, sans être sûr que ces gens-là ont un travail et qu'ils gagnent assez pour vous payer par mois. Évitez de faire